Alexandre Alanov, votre curiosité est si grande que nous avons parfois du mal à vous suivre sur tous vos chemins. Vous êtes astronaute et vous êtes expert en peinture. Alors je me demande quel est votre véritable ciel. Eh bien, j'ai commencé par l'astronautique dès 1927, c'est-à-dire j'avais 17 ans à cette époque-là. Et ce qui m'a poussé à l'astronautique, je ne pourrais pas vous le dire exactement. C'était le désir, la curiosité surtout, qui dominait tout le reste, et le désir d'approfondir la question astronautique. Annonçant cette émission, certains journaux ont dit, parlant de vous, cosmonaute, astronaute, cosmonaute. Y a-t-il vraiment un mal à dire cosmonaute? En fait, on anticipe. Oui, actuellement, le mot cosmonaute ou astronaute, qui est plus élégant, c'est beaucoup plus français d'ailleurs, est utilisé pour ceux qui font réellement le voyage dans la Lune ou dans les planètes, ceux qui sont à bord de la fusée même. Le terme astronaute ou cosmonaute était utilisé dans le temps pour des personnes comme moi qui travaillaient théoriquement sur la question. Il n'existait pas d'autres termes. Qui étaient dans les astres. Qui étaient dans les astres, théoriquement. Alexandre Alanov, longtemps vous êtes consacré à la réalisation d'un rêve. À ce moment-là, c'était un rêve qui n'était pas possible. Aujourd'hui, le rêve est complètement réalisé. Et ce rêve, c'était l'évasion de notre sphère terrestre vers d'autres mondes, vers d'autres planètes. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout est réalisé. Dans les années 1927, et c'est pour cela que je m'étonnais un peu tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez tout commencé à 17 ans, et c'est vrai, puisque vous êtes né en 1910. Donc, dans les années 1927, vous deviez passer, enfin, à mon avis, pour un peu fou, parce que vous affirmiez déjà que l'homme irait sur la Lune. Alors, comment pouviez-vous, à cet âge-là, à 17 ans, avoir de telles lumières sur l'avenir ? Je ne pourrais pas vous répondre d'une façon extrêmement précise. Ce que je sais seulement, c'est que la question m'avait passionné. En 1927, je suis tombé en arrêt devant des ouvrages russes, comme celui de Tsiolkovsky, Perelman ou Rinin. Je suis rentré en rapport avec eux, et c'est grâce à leurs écrits que j'ai pu enfin connaître ce qu'était l'astronautique. Il y manquait bien des éléments que j'ai essayé d'approfondir personnellement, et mon désir de communiquer aux autres s'est fait presque instantanément. Je me suis senti le besoin de faire des communications, des conférences, des articles. À cet âge-là, afin de convertir les gens à l'idée à laquelle j'ai pensé d'une façon extrêmement sérieuse, très sérieuse. Oui, mais Alexandre Alanov, on peut penser que vos parents vous avaient conduit sur cette voie, vous avez du moins intéressé, informé. Oui, je dois vous dire une chose extrêmement, puisque là, nous faisons des confidences. Je puis vous dire simplement que je suis rentré en France à la Vous êtes né en Russie. Je suis né à Tiflis, au Caucase même. Je suis arrivé avec mes parents en 1919. À 9 ans. Nous sommes restés très peu d'années. J'étais premier dans l'élève au lycée, à l'école Sainte-Marie de Monceau. J'étais premier. Et puis ensuite, mes parents, sans doute pour se rapprocher de la Russie, se sont-ils éloignés vers l'Allemagne. Je suis donc resté quelques années en Allemagne, et à mon retour, je me suis aperçu qu'il fallait absolument que je saute des classes, parce que les classes devaient correspondre à mon âge. Et j'étais beaucoup trop âgé pour rester dans les classes de mon niveau. Ça fait que j'avais perdu au moins 3 ans ou 4 ans de mon existence. À partir de ce moment-là, j'étais un cancre fini, il faut dire le mot comme ils sont. J'étais au lycée Montaigne, on m'a mis à la porte. J'étais au lycée Buffon, on m'a mis à la porte également. J'ai fait la boîte à Bachot, j'ai tout raté. Et si je me suis occupé d'astronautique, c'est uniquement par curiosité d'abord. Sans diplôme aucun. Sans diplôme aucun. Et fort heureusement d'ailleurs, car je n'aurais pas pu m'occuper d'astronautique si j'aurais eu le moindre diplôme. Car on ne m'aurait pas laissé m'en occuper. Là, j'étais absolument indépendant, j'étais libre de faire ce que je voulais, et je disais ce que je pensais, réellement. J'y croyais fermement à la question. Revenons à ce qu'a été votre jeunesse. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 9 ans, sans avoir la moindre connaissance de notre langue. Exactement. Je ne connaissais pas le français du tout, mais je ne peux pas vous dire à quel moment s'est fait passer le passage, si vous voulez. Mais il me semble que je l'ai appris sans mal. Difficile ? Je n'ai éprouvé aucune difficulté. Les 3 années que j'ai passées en Allemagne, j'ai parlé l'allemand couramment. Si vous voulez, il y a une certaine adaptation, je crois, des personnes de ma race pour les langues et pour les différentes situations qu'on peut avoir dans la vie. Vous parlez toujours le russe ? Je parle le russe, oui. Je lis plus difficilement, mais je le parle assez couramment. Vous êtes donc arrivé en 1919 en France. Vous êtes revenu en Russie ? Je suis revenu en Russie il y a 7 ou 8 ans de ça, à peu près. Le premier jour était assez difficile, et puis finalement, je suis rentré dans le jeu. J'ai commencé à parler exactement comme tous les autres, sans aucune difficulté.
Alexandre Adenhoff, bon, vous avez eu cette curiosité qui vous a conduit à la vérité, puisque ce que vous annonciez en 1927 s'est réalisé quelques 30 ans plus tard, quoi. Je ne sais plus combien d'années plus tard. Oui, tout de suite après 1950, en réalité le premier Spoutnik date de 58 je crois, et à partir de ce moment-là, l'astronautique, par conséquent, est rentrée dans sa phase de réalisation pratique. Mais lorsque vous disiez bientôt l'homme ira dans les astres, vous aviez même prévu le départ et le retour. On ne vous prenait pas, comme je le disais tout à l'heure, pour un Oui, fou. l'astronautique à cette époque-là, je vais la comparer assez facilement à un chemin qui devait se situer sur une arête. Il ne fallait pas tomber ni à gauche ni à droite. D'un côté, on avait des personnes diplômées qui vous guettaient et qui n'osaient pas s'occuper des questions astronautiques. Et de l'autre côté, vous aviez une quantité de gens pas toujours très sains d'esprit, qui venaient se chauffer à mes conférences, et c'est le seul apport qu'ils faisaient de leur personne, et qui, malheureusement, si je serais tombé dans le panneau, j'étais sacrifié d'une façon définitive. Il fallait donc que je reste sur cette arête, qui était extrêmement étroite, que je ne tombe ni d'un côté ni de l'autre. Et j'ai tenté de toute mon existence de rassembler vers moi les personnalités qui avaient des diplômes, qui avaient des connaissances, et qui auraient pu m'aider pour l'essor de l'astronautique. Lorsque, à 17 ans, vous faisiez vos conférences, vous les axiez sur quoi? Quel était votre thème de conversation? Eh bien, j'axais, je veux que je m'en souvienne, vers la question de l'astronautique uniquement. Et le problème à cette époque-là, maintenant il ne se pose plus, mais à cette époque-là, il faut vous dire que les gens ne pensaient pas du tout que la fusée aurait pu circuler dans le vide des espaces interplanétaires. Ils croyaient que la fusée prenait par l'éjection son point d'appui sur l'atmosphère, et qu'en dehors de l'atmosphère, elle ne pourrait plus fonctionner. Donc, il me fallait faire des expériences, il fallait me faire des démonstrations pour prouver d'abord que l'engin essentiel sur lequel on comptait, qui devait être la fusée, pouvait fonctionner dans le vide des espaces interplanétaires. Oui, mais vous étiez habité par cette science, parce que vous venez de le dire à l'instant, Alexandre Adenhoff, vous n'avez pas fait d'études. Par exemple, un homme comme Von Braun, qui a inventé les V2, et c'était le commencement de beaucoup de choses. Exactement. Était ingénieur, était un scientifique. Exactement. Vous étiez, vous, un scientifique? J'étais un curieux qu'un scientifique. Un autodidacte. Dès qu'une question m'intéressait, j'essayais de l'approfondir, j'essayais de l'apprendre. Je dois vous faire une confidence, c'est que j'ai suivi des cours à la Sorbonne. Mais comme je n'avais pas beaucoup de moyens, c'était les cours professés par le monsieur Ernest Esclangon, qui était directeur de l'Observatoire de Paris, des cours de mathématiques. J'arrivais 5 minutes après le début du cours, et je m'en allais 5 minutes avant la fin du cours, afin que personne ne puisse m'interroger. Par la suite, j'ai fait sa connaissance, nous étions très amis ensemble, et j'ai évoqué, et il s'était souvenu que lors de ces cours, il y avait une personne qui venait, comme ça, 5 minutes avant et 5 minutes après s'en aller. Enfin, dans cette science, on vous a donné les premiers rôles, et j'ai lu un certain nombre de brochures, d'articles de presse. Lorsqu'on parle de ces espaces tellement lointains, on parle de vous, qui aviez prévu, on parle de Von Braun, qui a envoyé certaines petites choses, et puis on fait toute la somme des satellites, et puis des autres engins qui maintenant courent le monde. Qui sont innombrables maintenant. Qui sont maintenant innombrables. Je me demande maintenant combien il y a d'espions qui sont au-dessus de nos têtes. Oui. Enfin, j'appelle cela espion, mais il y a d'autres éléments d'information. Certainement. Je voudrais vous dire que j'ai abandonné l'astronautique, surtout à partir du premier congrès que j'ai tenu à Paris, car j'ai senti que la question devait passer dans le stade international. Je dois vous dire que j'ai toujours considéré qu'on pouvait défendre l'astronautique sur le plan national tout en s'intéressant qu'elle était internationale même des choses. Et à cette époque-là, cette époque bénie, je pourrais dire que je regrette très sincèrement d'ailleurs, nous correspondions, nous étions à peu près une dizaine dans le monde. Nous correspondions sur des questions astronautiques qui nous intéressaient. Il n'y avait ni haine ni jalousie, il y avait le désir unanime d'arriver à notre but. Et ça, c'est une chose, je crois, que j'ai intensément vécue. Les gens n'arrivent pas à croire ce qu'on leur raconte. Déjà, lorsque Jules Verne écrivait, et lui écrivait vraiment comme un homme qui pense et qui invente, on disait jusqu'où va-t-il, quelle imagination a-t-il? Puis vous êtes arrivés, vous tous qui avez raconté ces voyages qui se sont ensuite produits. On peut se demander aujourd'hui ce qui n'est pas possible. Tout est possible. Tout est possible. Même le pire. Oui, je dois vous dire qu'en ce qui concerne Jules Verne et Cyrano de Bergerac, d'ailleurs. Et Cyrano de Bergerac, bien sûr, c'est super. Tous les deux étaient français, il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est une pointe de chauvinisme, si vous voulez. Mais vous êtes français. Maintenant, je suis français. Naturalisé français dès l'arrivée en France. Oui, je suis même plus français que bien des Français. Oui, parce que vous parlez de chauvinisme. Et vous dites Jules Verne et Edmond Rostand. Exactement.
Edmond Rostand qui a dit c'est la nuit qu'il est bon de croire la lumière, eh bien c'est tout à fait exact. À ce moment-là, nous étions dans le noir absolu. Eh bien, en ce qui concerne Jules Verne, c'était extrêmement passionnant parce qu'il fallait prouver pourquoi son problème était irréalisable pour arriver à l'astronautique actuelle. Et toute l'astronautique était là. Elle est née de Jules Verne, en réalité. Vous pensez que nous sommes au commencement d'une science ? Même si on est allé sur la Lune, nous même sommes si déjà on va vers d'autres sérieusement sphères. engagés, je crois. Je dois vous dire que j'ai fait une coupure extrêmement nette avec l'astronautique, quand j'ai abandonné l'astronautique, quand j'ai cru l'avoir mis sur les rails, et eu la prétention, si vous voulez, de considérer que tout de même, même si j'ai fait progresser la science, ne serait-ce que d'un mois, eh bien, j'ai réussi quand même. Depuis 27 que j'ai travaillé ardemment pour l'astronautique, et que j'ai intéressé des milieux officiels, eh bien, c'était une réussite et je suis très content finalement. Alors là, je l'ai abandonné définitivement pour des questions absolument artistiques qui m'intéressaient depuis fort longtemps déjà. Mais dès le départ, vous étiez intéressé à la peinture ? Je dois vous dire que j'ai commencé à m'intéresser au dessin surtout, qui est à la base de la peinture même, ceci à partir de 1931. Ah oui, d'ailleurs, dans un livre que vous avez écrit sur Fragonard, vous rappelez cette très belle phrase de Jean Giono, « Rien n'est plus intelligent qu'un dessin ». C'est exact. C'est exact. Il faut d'abord commencer par le dessin avant de connaître la peinture. Et la découverte, j'ai été mis en contact avec le dessin par un hasard tout à fait extraordinaire. J'étais un jour au marché aux puces, en 1931, pour acheter une armoire pour une amie. Une armoire en bois blanc. Et dans cette armoire, il y avait certains ouvrages qu'on vendait au mètre à ce moment-là. Ça valait 50 centimes le volume. J'ai acheté 1,50 m de volume à peu près. Et rentrant chez moi, je les ai classés et j'ai eu la chance de découvrir, la curiosité de découvrir à l'intérieur, les 36 dessins de Gabriel de Saint-Aubin. À cette époque-là, je ne savais pas qui était Gabriel de Saint-Aubin. Je me suis intéressé à ce personnage, tout à fait extraordinaire, car les dessins étaient magnifiques. J'ai essayé donc de deviner qui c'était et de prendre une documentation sérieuse sur ce personnage. Et c'est ça qui m'a mis, en réalité, sur la voie du dessin. Et vous avez beaucoup écrit sur lui, sur Saint-Aubin. J'ai écrit quelques articles, mais enfin, vous savez, il me faudrait peut-être vivre 150 ou 200 ans pour mettre à réaliser tous les projets que j'ai en tête. J'ai réuni sur Saint-Aubin, que j'aime particulièrement. Qui était-il alors ? Gabriel de Saint-Aubin, c'était un bohème qui vivait à Paris et qui avait l'habitude de dessiner tout ce qui se présentait à sa curiosité. Il allait à gauche, à droite, dans les spectacles, dans les mouvements de la rue. Il dessinait partout. Il allait comme dans un reporter. Oui, et c'était le reporter de l'époque. Et quelle époque ? 18e siècle. Et même dans les ventes publiques, il dessinait tous les tableaux qui défilaient sous ses yeux. À telle enseigne, avec une telle précision, qu'à l'heure actuelle, il nous est possible d'identifier les tableaux uniquement sur la vue des croquis qu'il nous a laissés. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Un précurseur. Un précurseur. Mais je voudrais savoir comment on peut passer d'un premier métier, enfin, d'une première science, comment peut-on être à la fois astronaute et expert en peinture ? Y a-t-il une relation ? Bon, il y a cette relation du jour, ce besoin que vous avez eu de continuer dans la peinture parce que vous avez trouvé cette armoire, ou plutôt parce que vous n'avez pas trouvé cette armoire, mais que vous avez trouvé Saint-Aubin. Exactement, oui. Le passage s'est fait graduellement, je ne puis vous dire exactement à quel moment, il n'y a pas eu un jour précis où en me réveillant, je me suis dit je deviens expert. Non, j'ai toujours voulu m'occuper d'art et comme l'expertise devait rapporter de l'argent, j'ai essayé de concilier les deux choses, c'est-à-dire l'art et l'expertise en même temps. Sur le plan astronautique, j'ai donc terminé complètement. J'ai eu le prix international d'astronautique Hermann Oberth, avant von Braun d'ailleurs, ce qui est un grand honneur pour moi. Et je considérais que c'était terminé. Alors à partir de ce moment-là, à partir de 1954, je commence à fréquenter les ventes publiques, car je considère que les ventes publiques, c'est encore la meilleure école pour se former l'œil et former le sens critique des choses, aussi bien pour le dessin que pour la peinture. Au niveau de tout, de bonne qualité et de mauvaise qualité, surtout de mauvaise qualité. Et tout cela fait que c'est infiniment supérieur que de suivre les cours à gauche ou à droite, quel qu'il soit. Mais vous plongez complètement dans tout ce que vous faites et vous passez d'un ordre littéraire à un autre ordre littéraire. Vous avez beaucoup écrit sur l'astronautique. Bon, il y a eu les grands problèmes des voyages interplanétaires. Il y a des livres partout. Je suis entouré de livres. Mais il y a également tous ces livres que vous avez écrits qui sont de formidables enquêtes policières et sur Fragonard et sur Boucher.
Oui, je crois que là, on me reproche, mais en fait, je suis très content. On me dit que j'emploie la rigueur scientifique pour écrire des ouvrages d'art. Oui. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Je le prends comme tel, d'ailleurs. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas apte à écrire des ouvrages, disons, de vulgarisation artistique sur la vie d'un artiste. La vie d'un artiste ne m'intéresse pratiquement pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre elle-même. Et si j'ai écrit sur Fragonard, c'est parce que Fragonard m'a intéressé. Si j'ai écrit sur Boucher, c'est parce que Boucher m'a intéressé. Et que dans le dernier ouvrage, dont je remercie M. Wildenstein d'avoir bien voulu accepter de collaborer avec moi, c'est un homme absolument extraordinaire et que j'admire énormément. Il est un grand spécialiste. Grand spécialiste. Il a le réflexe du beau, comme d'autres ont le réflexe du laid. Il est né dans le beau, dans le vrai. Il connaît admirablement le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Alors que je connais bien des gens qui ont le réflexe du faux. Et qui, quand il y a un faux, ils vont vers le faux. Et leur collection n'est remplie que de faux. On peut donner de véritables définitions du beau et du laid. C'est très subjectif. C'est très difficile. C'est très difficile. Telle chose paraît belle à certains, telle autre. Je crois qu'il faut faire confiance à la personne elle-même, et à partir du moment où on n'a aucun goût, aucun sens du jugement soi-même, on doit se fier exclusivement à la personne qui vous dit ça c'est laid, ça c'est beau. Mais il faut d'abord avoir confiance dans la personne elle-même, je crois. Mais lorsque vous allez sur d'autres chemins, vous assurez une rupture totale, parce que venant des espaces, on aurait pu penser que vous auriez continué dans l'espace. La peinture peut avoir également ses données. Oui, je dois vous dire que peinture abstraite. Oui, je continue dans l'espace. Vous avez là un ouvrage sur l'astronautique d'abord. Ma femme m'a soutenu énormément dans ces actions parce que j'ai eu beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés. La continuité de l'astronautique se fait quand même, tout moins dans le domaine de la science, par l'intermédiaire de mon fils, qui lui s'occupe de la science d'une façon extrêmement sérieuse. Mon fils Eric s'occupe de mathématiques. Donc, avec des diplômes. Avec des diplômes. Donc c'est un domaine qui m'était inconnu, qui m'était interdit pratiquement. Mais vous parlez avec lui de temps en temps. Il estime que c'était sérieux ce que vous aviez fait? Je crois. Je crois que c'est sérieux ce que j'avais fait, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu deux amis à l'époque de l'astronautique, comme j'en ai très peu actuellement aussi. C'était Henri Mineur, qui était directeur de l'Institut d'astrophysique, et Eugène Sengler, qui était un ingénieur et qui avait participé à pas mal de recherches en Allemagne. Bon, ces deux personnalités m'avaient donné énormément de courage, car ils considéraient que l'individu était capable de se manifester lui-même et de faire beaucoup de bien autour de lui, à condition qu'on puisse lui donner les éléments, les moyens nécessaires, et que les diplômes étaient absolument secondaires dans ce dernier cas. Tout au moins dans le cas qui m'intéressait au point de vue astronautique. Je m'en suis fait de véritables amis, pourtant c'était des personnes officialisées par les diplômes, et occupant des postes extrêmement importants, et pourtant avec lesquels je m'entendais admirablement bien. C'était d'ailleurs, il faut vous dire, à peu près une exception. Aujourd'hui, vous pensez que les diplômes ont encore de l'importance? Oui, certes. Et je regrette, très sincèrement, je regrette de ne pas avoir pu m'orienter, mais dès le début, le hasard a fait ainsi les choses, que je n'ai pas pu en avoir. Et finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'aurais pas pu m'occuper, si j'aurais eu le diplôme, je n'aurais pas pu m'occuper d'astronautique. Car l'astronautique était, comme vous l'avez dit d'ailleurs, très justement, une idée folle, à l'usage des fous. Et j'étais probablement fou. J'étais absolument inconscient. Je considérais que j'avais foi dans cette science et je devais absolument la développer et la faire partager aux autres. Mais lorsque on s'aperçoit que toutes ces choses se sont déroulées dans les 30 dernières années, on a toutes les raisons de pouvoir craindre parce que on va arriver vraiment jusqu'aux limites, peut-être même de l'absurde. Oui, on ne sait pas. Vous savez, l'astronautique est la meilleure et la pire des choses, comme bien d'autres questions également. Tout dépend de l'usage dont on en fait. Moi, j'ai toujours prôné l'astronautique et je croyais que l'homme allait devenir meilleur une fois que l'astronautique se développerait. Hélas, je me suis trompé, car l'astronautique maintenant a pris naissance, elle existe, effectivement, puisqu'on est allé dans la Lune et qu'on songe à aller dans les planètes, mais l'homme est toujours resté ce qu'il est. Ça ne l'a pas changé du tout. À telle enseigne qu'il se lasse même. Et si demain il y avait un second voyage sur la Lune, les gens seraient très peu nombreux pour le regarder. Vous auriez eu envie d'aller sur la Lune, vous qui aviez prévu bien avant les autres que l'on irait un jour? Je ne pense pas que le voyage lui-même m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le problème. Von Braun était dans le même cas que moi, d'ailleurs. Le voyage ne vous intéressait pas? Le voyage m'importait peu. Je l'ai tellement vécu que j'aurais pu être déçu, je vous dirais.
Vous l'avez rêvé. On l'a rêvé, et ce rêve, on rêvait tout haut, disons, mais ce rêve était infiniment supérieur à la réalité, à mon sens. Aujourd'hui, de quoi rêvez-vous? À quoi rêvez-vous? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je rêve à l'art. Je pense à faire des ouvrages. C'est ma seule raison d'être, d'ailleurs. Mais vous allez moins loin, quand même. Je vais moins loin, mais il y a toujours beaucoup de découvertes à faire, même dans le domaine de l'art. Et regardez, par exemple, les dessins de Fragonard. J'ai écrit 4 volumes sur les dessins de Fragonard. Rien n'a été fait avant. Sur Boucher, les 2 volumes que vous avez pu voir, qui sont assez importants, qui m'ont pris énormément Admirable de temps. travail. J'ai fait ce que j'ai pu, sans diplôme toujours. J'ai essayé d'innover un système qui maintenant, je crois, sera appliqué, je pense. Il est difficile de l'appliquer, mais il devrait être appliqué. C'est-à-dire, vous voulez prouver que vous pouvez arriver à tout, à la seule condition de le vouloir. Écoutez, j'ai toujours vécu intensément tout ce que j'ai fait, et je suis arrivé toujours à faire ce que je voulais. Je crois que même si je regarde en arrière, je n'ai aucun regret à formuler. Enfin, vous avez imaginé tellement de choses, Alexandre Alanov. Vous avez rêvé de tellement de choses qui se sont réalisées qu'on pourrait penser qu'il y a quelque part des planètes habitées que l'on ne connaît pas. Certainement. Et dans ces planètes, sur ces planètes, il y a une civilisation, il y a un art. Donc c'est encore une recherche, une découverte, on n'en a pas fini de rêver. C'est fort possible. Peut-être faisons-nous exception dans notre système solaire, mais il n'est pas le seul. Il y a bien d'autres galaxies, il y a bien d'autres univers. Il y a certainement des êtres humains faits comme nous, différemment. Vous le pensez, vous le pensiez même en 1927, lorsque vous disiez on ira un jour sur la Lune et qu'on vous disait il est fou? Vous savez, j'ai contribué à cette idée, l'idée m'a plu énormément et je considérais que nous y arriverions. Ça, absolument. Maintenant, je ne sais pas du tout. Je crois que avant moi, Gabriel Camille Flammarion, qui avait beaucoup rêvé, qui avait fait de l'astronomie une sorte de philosophie, il avait rêvé déjà sur les autres planètes et depuis lors, nos connaissances n'ont guère progressé, sauf peut-être pour Mars et un peu pour Vénus également, grâce au sondage des différentes fusées et aux retransmissions de ce qu'elles voient. Enfin, j'imagine, Alexandre Alanov, qu'aujourd'hui encore, vous êtes curieux de tout. Bon, vous êtes au courant, comme tout le monde, de ce fameux triangle des Bermudes. Oui, on en parle. Le triangle des Bermudes, c'est quelque part du côté de Cuba, enfin Miami. Oui, c'est entre Floride, Cuba et les Bermudes, je crois. Mais personnellement, je n'ai aucune idée là-dessus. Sinon, c'est assez mystérieux et incompréhensible. Même, que dans ce même endroit, tellement d'avions aient été avalés, qu'il y ait eu tellement de bateaux coulés, sombrés. Le même jour, 6 bombardiers, je crois, en 1945, qui sont tombés au même endroit. Je crois, oui. Un convoi entier a disparu. Alors, cela pourrait venir d'en haut, des extraterrestres, ou d'en bas d'une civilisation, certains parlent déjà de l'Atlantide, les Atlantes, une civilisation que l'on croyait perdue, qui ne serait pas perdue. On peut aller jusqu'à rêver de cette manière encore. Oui, on peut rêver, bien entendu. Personnellement, je n'ai aucune vue là-dessus. Ça, je puis vous l'affirmer. C'est curieux, c'est extraordinaire, mais je trouve que dans le domaine de l'art, il y a des choses aussi extraordinaires, aussi étonnantes. C'est important ce que vous venez de dire, parce qu'on pourrait penser que vous n'avez pas eu de rigueur, que vous avez simplement eu de l'imagination, mais en fait, toute l'imagination était guidée par la rigueur, puisque vous ne voulez pas croire à ce qui n'est pas croyable. Oui, vous savez, dans le temps, c'est un vieux proverbe russe qui dit « l'imagination précède la science ». Et je crois que j'ai apporté, à défaut de science, j'ai apporté de l'imagination, je pense. Je le crois tout au moins. Et ça m'a soutenu, ça m'a aidé, et ça a aidé, je pense, les autres également. Mais vous êtes obligé de croire quand même à quelque chose qui serait comme une magie. C'est ce qui fait vivre, non? L'astronautique m'a fait vivre intensément. Intensément. Comme actuellement les arts me font vivre intensément. Je suis pourtant dans un domaine où les arts, on peut se demander ce que c'est que l'art d'ailleurs. Parce que l'art tel que je l'avais conçu au départ n'est pas tout à fait la même lorsqu'on touche à des questions d'intérêt. À partir de ce moment-là, tout change. J'ai retrouvé les mêmes hommes dans le domaine de l'art que j'ai trouvé en astronautique. Ils étaient moins avides. Que les gens, les ingénieurs d'astronautique, ils voulaient une certaine priorité. C'est tout ce qu'ils réclamaient. Actuellement, beaucoup de gens dans ce domaine que j'explore, que je prospecte, veulent l'argent, ce qui est différent complètement. Vous êtes entré dans un monde
qui est un peu bizarre, le monde de l'art. On en dit beaucoup de choses. Voilà, un monde que je pratique. Je n'ai pas honte de le dire, mais à chaque fois qu'il m'est possible de m'isoler, je m'isole. Je commence à travailler à 6 heures du matin. Ma journée commence à 6 heures du matin. À ce moment-là, la journée, ou le début de la journée m'appartient. Personne n'a le droit de s'immiscer. Et c'est ce qui fait ma force, pratiquement. Mais une fois encore, Alexandre Lanoff, là, vous avez été choisi. Parce que vous aviez une collection personnelle, vos parents avaient une collection de peinture, quelque chose qui a pu vous frapper dès l'enfance? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mon père avait... On ne peut pas appeler ça une galerie de tableaux, c'était des tableaux locaux, si vous voulez, d'artistes de la localité, mais qui n'avaient pas de grande valeur, qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Je ne pense pas que ça m'ait frappé. Alors quel a été le premier choc artistique? Bien, le premier choc artistique était celui du marché aux puces. Roland Saint-Aubin. Tout simplement. Tout a commencé avec lui. Oui. Et alors, je me félicite parce que j'ai commencé par le dessin et m'intéressais exclusivement au dessin. Et ce qui m'avait passionné, j'étais obligé par conséquent de faire toutes les époques, mais je penchais davantage vers le XVIIIe siècle français, qui me plaisait particulièrement. Et ensuite, je suis passé à la peinture. Mais alors là, vous ne faites pas comme les autres, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de critiques se sont penchés sur des peintres, les ont racontés, ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils détestaient, mais c'était une œuvre que l'on pouvait installer quelque part dans une chambre sans sortir. Tandis que vous avez commencé une véritable enquête policière, et vos travaux sur la peinture, que ce soit sur Fragonard ou sur Boucher, représentent un travail considérable. Parce que, prenons Boucher. Boucher, c'est un peintre favori de Louis XV, favori surtout de Madame de Pompadour. On connaît, je crois, on sait qu'il a peint un millier de tableaux. Il a avoué 1000 tableaux. Vous en avez retrouvé 700. Alors 700. Comment faites-vous? Je dois vous dire que dans les 700, il y a un certain nombre de tableaux que nous considérons comme tableaux actuellement, mais qui au XVIIIe siècle étaient considérés comme des dessins. Par exemple, toutes les esquisses qui sont faites sur papier, à l'huile, ont été considérées au XVIIIe siècle comme des dessins. Donc, si vous voulez, au point de vue peinture, disons que j'en ai trouvé 550 ou 600 peintures sur 1000 qu'il a annoncé avoir fait. Il faut vous dire qu'il y a eu la Révolution, d'une part, qui a été profondément hostile à Boucher et qui a détruit une quantité d'œuvres de ce peintre du roi, qui était le favori du roi. Ensuite, il y a eu également Boucher lui-même qui a détruit, qui achetait et qui détruisait ses œuvres de jeunesse, car il ne les aimait pas, il considérait qu'elles étaient indignes de lui. Et de ce fait, ayant trouvé 550 tableaux ou 600 tableaux, c'était déjà pas mal. Je considère que c'était pas mal. Alors, pour faire un catalogue, c'est un petit peu sec, c'est un peu aride. J'ai préféré l'étoffer avec des dessins qui ont servi pour la réalisation de ces tableaux, dans la mesure de nos possibilités, de ce que j'ai pu trouver. Ensuite, les gravures, puis les sculptures qui ont été faites. Et j'ai essayé de démystifier un peu Boucher, car une maison célèbre qui vend des bonbons a fait de Boucher un homme avec des moutons enrubannés, des bergères et des bergeries à n'en plus finir. Il fallait le réhabiliter. Il fallait le réhabiliter. Boucher n'est pas du tout ça. C'est un homme extrêmement énergique dans son dessin, sa peinture, a une grande valeur. C'est pas l'un des peintres du XVIIIe, c'est le grand peintre du XVIIIe siècle. Oui, mais bien malgré vous, Alexandre Lanoff, vous entrez dans un autre circuit que l'on pourrait appeler commercial, parce que Boucher, vous le rendez à sa véritable destination, qui est celle d'un grand peintre, mais il a eu sa période désert, sa traversée du désert, on l'a peu connu, on l'a mal connu. Aujourd'hui, vous l'installez à son sommet et vous lui donnez une grande valeur. C'est le rôle de la peinture aussi. Donc, l'argent est intimement lié à une réussite. Oui, mais l'argent n'est pas lié à moi personnellement. Non, mais... Car les œuvres dont j'ai traité là-dedans appartiennent à d'autres personnalités que moi. Moi, je ne possède aucun Boucher. C'est terrible. Cela doit faire mal d'avoir vu tous les Bouchers qui existent dans le monde. Non, j'ai vécu intensément en faisant cet ouvrage et j'ai presque le regret de l'avoir terminé. Mais Alexandre Lanoff, c'est dangereux également ce que vous faites. C'est une enquête très poussée. On va finir par savoir qui a de vrais Bouchers et qui a de faux Bouchers. Ou qu'il y a de vrais Fragonard, qu'il y a de faux Fragonard. Oui, c'est-à-dire que j'ai donné le meilleur de moi-même pour faire cet ouvrage. Ceci dit, le livre est une opinion. Comme toute personne, je suis faillible. Bon, mon opinion est que ce que j'ai mis est bon. Maintenant,
rien n'empêche d'autres découvertes. D'ailleurs, actuellement, avant même que l'ouvrage ne soit mis en vente, j'ai commencé déjà à faire des corrections pour une édition future. Il y avait des faux parmi ceux que vous disiez comme vrais? Ah non, je n'ai pas changé, si vous voulez, d'esprit, de mode de voir les tableaux, pas du tout, mais des éléments complémentaires, ou des dessins découverts, ou des gravures, ou des sculptures, qui sont venus s'ajouter, en somme, à la liste que j'avais dressée. Mais comment pouvez-vous affirmer que tel tableau est vrai, que tel tableau est faux? Sur quoi cela repose-t-il? Quelles informations? D'abord, vous avez une culture essentielle pour ce qui concerne Boucher. Vous avez étudié tout. Je crois qu'il y a d'abord la question d'étude et puis il y a la question peut-être de réflexe. Je m'excuse de parler de moi-même, j'ai horreur de ça, mais vous m'y obligez de parler à la première personne. Eh bien, je dois vous dire que je crois que être expert, connaître une œuvre ou un artiste, c'est de naissance. Je crois. C'est un don. C'est un don, peut-être. On l'a au fond de soi, enfoui profondément. On ne le manifeste pas parce qu'on n'a guère l'occasion de le manifester. Mais quand la nécessité se fait sentir, on sort et ça vient tout seul. On ne peut pas apprendre un artiste. On l'a, on le connaît ou on ne le connaît pas. On a le réflexe ou on n'a pas le réflexe. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais c'est ce que je ressens très sincèrement. Mais vous savez bien, en certaines circonstances, les experts ont fâcheuse réputation. Ils ont une fâcheuse réputation, les commissaires-priseurs ont également une fâcheuse réputation, et tous les gens qui font quelque chose, d'ailleurs, ont une fâcheuse réputation. Je suis de cela. D'ailleurs, si j'avais un Boucher, si je vous le présentais, et si vous me disiez c'est un faux, je vous en voudrais, même si je sais qu'il est faux. C'est cela qui Non, je crois que vous êtes beaucoup trop intelligente pour m'en vouloir. J'en suis persuadé. Mais les gens, ça ne se passe pas comme ça? Les trois quarts du temps, oui, mais ils ne se manifestent pas. D'ailleurs, à la sortie de chaque ouvrage, je vois sortir des Bouchers en quantité dans les ventes publiques qui ne figurent pas dans mon ouvrage. C'est un signe certain que les gens considèrent qu'il faudra un certain temps avant que l'ouvrage ne soit connu et ils essaient de se débarrasser des œuvres que je n'ai pas cataloguées. Je ne l'ai pas voulu, ça je ne l'ai pas voulu, mais au lieu de risquer de se voir refuser une œuvre, ils préfèrent la vendre. Peut-on imaginer qu'il y a quelque part dans une ferme, dans un grenier, un Boucher qui sommeille? Bien entendu. Et vous le savez, vous? Ah, ça, je ne le sais pas, mais ce sont des découvertes qui peuvent être effectuées. D'ailleurs, depuis l'apparition de l'ouvrage, j'ai eu 4 ou 5 Bouchers à examiner, dont certains étaient bons. Je suis persuadé, Alexandre Lanoff, qu'après cette émission, vous allez recevoir un courrier nombreux de gens qui nous écoutent en ce moment et qui ont peut-être ou croient avoir des Fragonard, des Boucher ou d'autres tableaux, des Manet, des Monet, enfin parce que tout le monde croit à un certain moment avoir un tableau chez soi. Oui, c'est-à-dire que la langue française est suffisamment riche pour refuser une œuvre sans blesser la personne. Car l'essentiel, c'est de ne pas la blesser. Cela m'attriste énormément d'avoir à dire que l'œuvre n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, mais je prends un certain temps pour le dire et une certaine façon de l'exprimer. Mais de n'importe quelle façon, c'est un ouvrage, un tableau qui ne paraîtra pas dans mon livre, à aucun moment. Ce qui est dangereux, ce qui est dommage, c'est qu'on peut finir par croire que tout est faux. On peut se méfier. L'autre jour, par exemple, même au Louvre, j'entendais quelqu'un dire « et si ce n'était pas vrai ?» devant la Joconde, et si ce n'était pas la vraie Joconde, elle est peut-être dans la cave, la vraie Joconde. Oui, le doute peut germer dans l'esprit des gens, mais il y a quand même des critères indiscutables. Il y a eu tellement d'histoires ces temps derniers avec des gens qui faisaient trafic de faux. Oui, mais il y a quand même des critères. Il y a des critères contre lesquels on ne peut pas. Et il y a le vieillissement de la peinture qui est là, donc le tableau est d'époque. Et il y a la question de technique, qui, mieux qu'une signature d'ailleurs, détermine l'œuvre du maître ou pas. C'est la technique qui joue, c'est pas autre chose. Vous pouvez affirmer que dans les plus grands musées du monde, il y a en ce moment des faux bien accrochés? Oui, bien entendu, bien entendu. Les conservateurs le savent-ils? Peut-être. Peut-être le savent-ils. Alors pourquoi conservent-ils cette idée? Pourquoi laissent-ils croire que... Vous allez me faire attirer beaucoup d'ennuis. Ah, vous êtes là pour tout dire, autrement on n'en finira pas, oui. Autrement on retombera dans une autre grossièreté qui sera celle de... Je comprends bien. Non, les conservateurs sont là pour conserver les œuvres et pour promouvoir ce qu'ils possèdent. Ils sont en quelque sorte les dépositaires des donateurs. Ils font pour le mieux, je crois.
Si des œuvres leur paraissent douteuses à eux personnellement, ou bien les critiques sont trop nombreuses, eh bien, mon Dieu, ça disparaît quelquefois, on ne sait pas comment, mais ils n'en parlent pas beaucoup de ça, car ils risqueraient de porter préjudice à toutes les œuvres qui existent. Et moi, personnellement, quand je vois des œuvres, je me détourne. Lorsque ça ne m'intéresse pas d'une façon précise, je me détourne, car je sais très bien que les gens sont terriblement sensibilisés par les œuvres qu'ils ont à conserver ou qu'ils possèdent. Et il faut éviter de leur faire du mal. Autrement, on ferait du mal du matin au soir et on se ferait du mal à soi-même. Et ce travail sur Boucher, c'est une commande? Ou vous avez eu l'idée un jour de vous pencher sur ce beau verso? Daniel Wildenstein m'a proposé de faire cet ouvrage. Ça m'a emballé immédiatement car c'était un vieux rêve qui dormait au fond de moi. Et je dois vous dire que je me suis mis avec acharnement au travail. On finit par faire une différence ensuite sur le plan de l'amour entre Fragonard et Boucher. Non pas comparer l'œuvre peinte, mais simplement comparer les sentiments. Au point de vue sentiment, bon, j'aimais Fragonard quand je faisais Fragonard. Quand je suis occupé de Boucher, j'ai aimé Boucher. Vous aimerez qui demain? Je ne sais pas, je pense à Gabriel de Saint-Aubin, peut-être. Encore? Oui, toujours. C'est un vieil amour. Vous êtes souvent allé en Amérique, j'imagine. Oui, très peu. Non. Bon, mais vous devez savoir que... Je suis allé en Amérique juste pour regarder certains musées, pour voir certaines œuvres qui m'intéressent. Oui, mais il y a des collections privées, où paraît-il, il y a un nombre considérable de faux. Oui, je sais. Et ces propriétaires-là ne peuvent pas croire qu'ils ont des faux. Certains m'ont... Ils les ont payés pour des vrais. Ils ont payé très cher, même. Oui. Ils ont payé extrêmement cher, et je ne vous cache pas que j'ai eu affaire à des gens qui examinaient la chose sur le plan extrêmement sportif. J'ai été appelé, notamment en Amérique, à examiner une œuvre d'un homme extrêmement riche et puissant, et je lui ai dit que son œuvre n'était pas bonne. Il l'avait pourtant payé très très cher. Eh bien, il a pris ça très très bien, il m'a invité à déjeuner, on n'en a plus parlé. Lorsqu'une œuvre vaut très cher, lorsqu'un tableau est vendu à un prix véritablement qui dépasse l'entendement, vous pensez que c'est parfaitement normal, un Velázquez qui dépasse 3 milliards d'anciens francs? C'est une question d'offre et de demande. Et la qualité des tableaux de grande réputation et de bon état de conservation est extrêmement rare. Le tableau de Velázquez auquel vous faites allusion est une œuvre extraordinaire. Si la personne dispose de 3 milliards et peut les sortir, ça les vaut. On parlait d'un catalogue raisonné. Un catalogue raisonné, Alexandre Ayanov, c'est un catalogue qui se veut définitif. Pourquoi dit-on raisonné? Raisonné parce qu'on raisonne sur le dessin, en réalité, ou le tableau en question. On dit son opinion, son point de vue. On recherche l'historique depuis ses origines. On dit les expositions où il a figuré. Et ce mot raisonner, justement, j'ai essayé de l'adoucir quelque peu pour rendre le catalogue un peu moins sec, en faire un ouvrage de lecture relativement facile, en y introduisant les dessins, des gravures, les tapisseries même, qui ont servi pour la peinture, et la peinture étant la colonne vertébrale en somme de l'ouvrage. Mais qui vous achètera? Il faut être spécialiste, amoureux fou, pour acheter un livre comme celui-là, qui est d'une beauté, à moins de vouloir faire un don personnel à sa propre bibliothèque. Oui, il y a pourtant des acheteurs. Il y a pourtant des acheteurs. Non, je veux dire qu'il est admirable, mais il est cher. C'est le problème d'un livre d'art. Il est cher, mais il les vaut. Il les vaut parce tous les livres d'art, d'ailleurs, sont comme ça. Il y a combien? Plus de 1800 reproductions. Par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, je serais même tenté de dire qu'il n'est pas cher. Mais il y a tous ceux qui aiment. C'est exact, car il ne faut pas oublier que tout de même, ça a été fait sur les fonds de la Fondation Wildenstein, tout de même. Et il faut encore des mécènes. Il faut des mécènes. Alors, si demain il n'y a plus de mécènes, vous pensez que l'État remplacera les mécènes? Il ne faut pas y croire tellement. C'est difficile. Les éditions se ressentiront d'ailleurs au point de vue qualité, au point de vue niveau. Le domaine artistique, qu'est-ce que c'est que la peinture, le dessin? C'est uniquement une question visuelle pratiquement. Si on ramène à sa plus simple expression, c'est visuel. Il faut donc l'exposer clairement, démontrer, agrandir les photographies pour les rendre lisibles. Il faut vous dire que j'ai fait moi-même la mise en page. Car là, cette mise en page, qui m'a pris un temps considérable, a été nécessitée par le choix des documents et par l'importance qu'on devait leur donner. Le cousinage qu'il y avait entre les différents tableaux, toiles, dessins. Exactement. D'abord, il fallait donner une certaine importance. Cette importance a été voulue, était un petit peu proportionnelle par tableau.
C'est-à-dire, je ne reproduisais pas en grand un petit tableau et en petit un grand tableau. Vous avez mis combien de temps pour réaliser ce travail? Car c'est un travail de bénédictin. Disons que c'est un rêve de 30 ans. L'accomplissement, la mise au point m'a pris une dizaine d'années. Et je ne travaillais que le matin, de 6h à 9h à peu près. C'est-à-dire que vous vous êtes penché sur un peintre et vous avez tout voulu savoir sur lui, tout retrouver de lui. Donc aujourd'hui, on pourrait penser qu'on peut se pencher de la même manière sur un peintre contemporain. Oui. Sur lequel vous avez des amours. Le peintre contemporain, il y a un gouffre. Il y a un gouffre entre les maîtres anciens et les maîtres modernes. Oui, parce qu'ils sont à nous, parce qu'on les voit tous les jours et qu'ils ne seront reconnus peut-être que dans une centaine d'années. Non, il y a davantage de documents sur les artistes contemporains, ou tout au moins sur les maîtres même après la Révolution française. Car la Révolution française, si elle a fait beaucoup de bien, elle a fait également beaucoup de mal, dans le sens de la destruction des documents. Et Boucher m'avait intéressé, car tous les documents que j'ai pu retrouver aux Archives nationales, je les ai publiés. Sur Boucher, précisément. Si vous voulez, j'ai réuni des documents et au début de mon ouvrage, il y a, je ne sais pas, 160 pages environ, qui sont consacrées exclusivement aux documents officiels que j'ai pu réunir. Je n'ai pas tenu compte du tout des romans ou de la phraséologie de certains historiens d'art et qui ont rêvé, si vous voulez, la vie d'un artiste. Et ce qu'ils ont dit sur lui ne m'intéressait guère. Ce qui m'intéressait, c'était le document officiel. Mais Alexandre Alaneuf, il y a quelque chose de désespérant à faire ce que vous faites, parce que vous travaillez des années sur Fragonard, sur Boucher, sur beaucoup d'autres, et puis chez vous, lorsque vous rentrez le soir, il n'y a même pas un tableau qui pourrait vous rappeler votre travail. Mais non, je retrouve ma famille, c'est déjà pas mal. Et puis ces tableaux, vous les connaissez? J'ai quelques tableaux, quelques dessins qui m'appartiennent, que j'ai achetés il y a fort longtemps, en 1954, je crois, et qui sont toujours très beaux, que je n'ai jamais abandonnés, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui encore, vous pourriez prendre des risques, c'est-à-dire aller fouiner et puis acheter même au risque de vous tromper. Oui, mais maintenant, je crois qu'il y a une certaine sagesse avec l'âge qui vient. On a moins envie de risquer, moins envie de courir, moins envie de se manifester. Et je ne sais pas, c'est peut-être une lâcheté de ma part, mais je crois qu'avec l'âge, on devient beaucoup plus serein, beaucoup plus pondéré dans ses élans, et on a moins la fougue, si vous voulez, de la jeunesse. Il fallait vous occuper de questions astronautiques et même questions artistiques, d'avoir la fougue. Et la persévérance aussi. Car j'ai mis, pour l'astronautique de la persévérance, j'ai mis la même persévérance dans le domaine de l'art, et s'occuper de Boucher comme ça pendant des années et des années, il faut l'aimer par-dessus tout et être sûr de réussir et être sûr d'avoir raison. Vous ne reviendrez pas à l'astronautique? Jamais. Pour partir quelque part dans un monde habité, mais très loin là-haut? Absolument pas. Ce qui m'intéressait, c'était le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et l'astronautique était encore à cette époque-là vierge. Je faisais tout pour qu'elle ne devienne pas, qu'elle quitte cette virginité. Mais à partir du moment où j'ai senti que d'autres personnes beaucoup plus aptes que moi s'intéressaient réellement à la question, qu'on ne s'y opposait plus du tout à son essor, j'ai abandonné l'astronautique, je considérais que mon temps était révolu. Vous voulez bien défricher, vous ne voulez pas profiter. Exactement. Et ça ne m'intéresse absolument pas. Mais regardez, par exemple, dans le domaine de la peinture, vous êtes devenu un expert international pour ce qui concerne Fragonard, Boucher et beaucoup d'autres, mais vous avez une drôle de responsabilité. Vous m'apprenez quelque chose sur le plan international. Oui, mais enfin, imaginez que vous puissiez vous tromper. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est terrible de pouvoir dire devant un expert est l'homme qui se trompe, mais qui se trompe moins que n'importe qui. Mais il peut se tromper aussi. C'est pas impossible. Nul n'est faillible, ou infaillible plutôt. Parce que vous auriez pu faire un travail d'archive et vous avez fait une enquête policière. Une enquête policière, il y a une enquête d'archives, c'est-à-dire j'ai réuni tous les documents qui étaient susceptibles, même de la bibliographie. J'ai fait un index très important sur les questions chronologiques et autres. Enfin, tout ce qui pouvait intéresser Boucher. Même j'ai publié à la fin tous les ouvrages de Boucher qui sont passés en vente publique, qui ont fait partie de collections pourtant très célèbres, mais que je n'ai pas pu examiner, qui aujourd'hui n'existent peut-être plus. Et ceci jusqu'à peu près, je me suis arrêté en 1799, disons 1800, et puis c'est tout. Si Boucher revenait sur la Terre, vous pensez qu'il devrait vous remercier, vous féliciter? Serait-il content de cette gloire qui vient après lui? Il serait peut-être étonné. Car il a peut-être eu une gloire, disons, superficielle, la gloire d'un moment, la gloire d'une société, puisqu'il était le peintre favori de Louis XV. Oui, mais c'est un homme exceptionnel qui a eu sa gloire de son vivant.
et qui a eu des commandes en quantité. On fréquentait Boucher, on était heureux de le fréquenter. Et vraiment, Madame de Pompadour a fait énormément de bien. J'ai une profonde admiration pour cette femme. Et Louis XV également a poursuivi ensuite la tâche de Madame de Pompadour. Et Boucher était aimé, adulé, et je crois que vraiment c'était un homme absolument exceptionnel. Mais c'est une réhabilitation totale, parce que les Français connaissaient peu ou mal Boucher. Eh bien, avouez que tout de même, ça paraît un peu étonnant, je dois vous dire, parce que Boucher, quand même, était un homme extrêmement connu de son temps, et que ce soit un garçon comme moi, d'origine caucasienne, qui fasse un ouvrage sur Boucher, il y a de quoi surprendre. Oui, ça me surprend moi-même. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez né en Russie, que vous étiez d'origine caucasienne, que vous étiez arrivé en France à l'âge de 9 ans, mais que vous étiez français et que vous étiez plus chauvin que n'importe quel autre Exactement, Français. Oui, oui. Exactement. Vous poussez le chauvinisme jusqu'à son point extrême. C'est peut-être parce que vous avez choisi votre pays. Tout ce que je fais, d'ailleurs, je crois. Parce que vous l'avez choisi, ce pays. J'ai choisi ce pays, oui, et je le défends. Mais Alexandre Alanov, s'il fallait faire aujourd'hui un catalogue raisonné sur un peintre de notre génération, vous pourriez par exemple faire un catalogue sur Picasso, mais... Je serais incapable. Pourquoi incapable? Parce que je ne le sens pas. Vous ne l'aimez pas? Non, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Beaucoup de personnes l'aiment, ça ne veut pas dire. Pour beaucoup de personnes détestent Boucher, il faut bien le reconnaître. Mais je ne le sens pas. Il faut le sentir. Quel est le peintre alors d'aujourd'hui que d'aujourd'hui, vous sentez entre guillemets? Moi, si vous voulez, ma spécialité, je m'arrête aux environs de 1820, vous voyez, 1815, prudemment. Comme expert. Vous dites prudemment, hein? Prudemment, mais oui, je m'arrête là, parce qu'en réalité, je connais que quelques mètres. Une vie entière ne suffirait pas à connaître plus de 5 ou 6 mètres. Ce serait déjà très très beau, les connaître sur le bout des doigts. Bon, eh bien, il y a plus que ça. Pour le XVIIIe siècle, il y a facilement une quinzaine de grands noms. Il faut les connaître. Et puis alors, toutes les écoles, tous les ateliers auxquels ils ont donné naissance. Pour le XVIIe, c'est à peu près pareil. Mais pensez-vous que des peintres d'aujourd'hui qui sont de notre génération trouveront au XXIIe siècle d'autres Alexandre Alanov qui feront un catalogue raisonné sur leur œuvre? Je pense que oui. Quels sont à votre avis ceux qui vont rester? Encore là, vous voulez être prudent. Parce que d'abord, lorsqu'on est très connu de son vivant, on n'est pas forcément connu après. Oui, je dois vous dire qu'en ce qui concerne Boucher, par exemple, qui m'a particulièrement intéressé, il faut vous dire une chose étonnante, c'est que ses œuvres, par exemple, au début du XIXe siècle, se vendaient 2 ou 3 francs et qu'ils ne trouvaient pas d'acquéreurs. On mettait 2-3 tableaux ensemble et ils ne trouvaient pas d'acquéreurs. La mode vers Boucher a commencé vers 1860 à peu près. C'est tout. Et alors ça a commencé à monter à partir de ce moment-là. Mais jusque-là, personne ne s'y intéresse. Mais Alexandre Alanov, il y a quelque chose d'injuste souvent dans tous ces univers. Un peintre qui n'est pas connu de son vivant et qui devient célèbre après, un poète, même chose, un écrivain, même chose. Oui. Oui, bien entendu. Alors c'est le siècle qui se trompe ou c'est l'indifférence qui triomphe? C'est peut-être l'indifférence, Une question de mode joue un rôle très important dans le domaine de l'art. Peut-être à la mode, il faut sacrifier à la mode. Oui, des tableaux, par exemple, qui valaient extrêmement cher au XIXe siècle, qui étaient recherchés précisément pour leur aspect de qualité, mais pas d'effet produit, eh bien, aujourd'hui, ne valent pratiquement rien. Parce que, par exemple, prenons une vache dans un pré, ça n'intéresserait personne, même un tableau de Potter. Il faut qu'il soit vraiment de Potter pour intéresser quelqu'un, et encore à un prix ridiculement bas. Alors qu'au XIXe siècle, au contraire, on courait vers ce genre de tableau. Vous avez eu la curiosité d'aller faire un petit bout de chemin à Beaubourg? Non, je ne suis pas allé. Parce que vous ne voulez pas y aller? Ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai entendu dire, ce que j'ai vu en passant en taxi ne m'a pas plu du tout. Oui, mais vous manquez de curiosité. Même si vous ne devez ne pas aimer. Mais il y a des curiosités, par exemple, qui soutiennent un effort. Moi, je ne veux pas soutenir cet effort. Je sais d'avance qu'il est mauvais. Et je ne veux pas y aller. Je ne veux pas être de cette pléiade, de cette innombrable pléiade de gens qui vont bouche bée s'extasiant. Je vois par exemple les gens à des expositions qui s'extasient devant rien. D'ailleurs, je dois vous dire que les expositions, je ne les visite pas. Quand je suis obligé d'y aller, j'y reste à peu près 5 minutes dans une exposition la plus intéressante. Je vais juste voir ce qui m'intéresse et je m'en vais.
Je ne suis pas un curieux au point de perdre mon temps. Moi, je crois, Alexandre Alanov, que les chances de demain sont grandes parce que j'ai écouté une information que ce matin ou hier, les Danois sont partis à la recherche d'un sous-marin allemand qui a sombré vers 45, là. Et dans ce sous-marin, il y aurait, paraît-il, des chefs-d'œuvre inestimables. Et on le saura dans quelques temps. Cela voudrait dire, je veux dire par là, qu'il y a quelque part dans le monde, et qu'il y a dans beaucoup d'endroits dans le monde, des œuvres qui sont cachées, qui ont été volées à cette fameuse époque qui a été douloureuse. Oui, les retrouvera-t-on intacts aussi. Vous savez que dans le temps, mais pendant le XVIIIe siècle, énormément de bateaux, de caravelles, de voiliers ont disparu avec des chefs-d'œuvre, corps et biens, et qu'on n'a jamais retrouvés. Mais vous y croyez à ces trésors enfouis quelque part? Là, on parle toujours de ce trésor nazi que l'on promène un peu partout dans le monde. Cette fois-ci, on le croit dans les eaux danoises, mais... Oui, je crois que si j'étais infiniment plus jeune, et si l'astronautique ne serait pas révélée à moi, je me serais intéressé pour des choses curieuses et extraordinaires. Je pense. Vous croyez au vol de tableaux aujourd'hui encore? Au vol de tableaux? Pourquoi pas, ça existe, oui. Maintenant, pour des richissimes américains ou d'autres pays, je ne sais pas. Mais qu'il y ait des voleurs de tableaux qui jouent sur les assurances, ça c'est fort possible. Depuis que vous avez publié ce catalogue raisonné de Boucher, les musées se sont-ils intéressés à ce peintre? Parce qu'il y en a beaucoup de Boucher dans les musées français. Oui, Boucher est très bien représenté au musée du Louvre. Il y a des œuvres importantes. Il faut vous dire que pendant la Révolution, on a d'office envoyé un certain nombre de toiles de Boucher, soit à des musées de province, soit au musée du Louvre. Enfin, tous les grands prix de Boucher ont été automatiquement dirigés sur le Louvre, déjà à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Donc ce sont des œuvres qui n'ont jamais été mises en vente et qui sont toujours demeurées propriété de l'État, si vous voulez. Et Boucher est très bien représenté. Il est représenté par son premier tableau, datant de 1734, qui le représente, lui, Renaud et Armide. Il semble bien qu'il s'agisse de lui-même et de sa femme, qui venait d'épouser. Et puis, toute la suite de ces tableaux. Il y a à peu près une douzaine d'œuvres assez marquantes de Boucher dans les musées français. Vous vous intéressez au tableau de Boucher, mais vous êtes peu intéressé à l'homme. Qui était-il? Bien, on a dit... D'abord, est-ce intéressant? Non, le personnage n'est pas intéressant. Aucun personnage n'est intéressant. Seulement, il s'agit de rétablir la vérité, à mon sens. C'est l'homme qui doit être d'abord intéressant. Oui, on a dit qu'il se complaisait dans l'orgie avec des femmes, qu'il est mort à 5 heures du matin, à son chevalet, entouré de femmes nues. C'est ridicule. Pas du tout. Il était simplement malade, gravement malade depuis fort longtemps, et que, mon Dieu, il ressemblait, d'après les écrits du temps, à un véritable spectre, et il est mort d'une mort pratiquement naturelle, et tout seul, avec sa femme. C'était un père de famille qui avait une vie un peu légère, un peu libertine, d'accord, dit-on, mais je n'ai jamais pu vérifier par les documents officiels. Alors aujourd'hui, Alexandre Alanov, quel est le prix d'un Boucher? C'est très variable, ça va de 15 millions à un tableau jusqu'à peut-être 150 ou 200 millions. À peu près. Et cela ne finira pas d'augmenter. Et puis vous l'avez mis à sa vraie place maintenant. Je disais tout à l'heure que vous étiez un peu responsable du système financier, c'est vrai, hein? Si je suis responsable, remarquez, ça me dépasse, parce que je ne l'ai pas fait avec ce but-là, nullement. Nullement. Enfin, vous avez réhabilité Boucher, mais de la même manière, non pas qu'il ait à être réhabilité, mais vous avez donné d'autres lettres de noblesse au livre d'art. Parce que le livre d'art, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se porte très bien. Les gens l'aiment. C'est exact. Parce qu'il y a une recherche, d'abord, pour l'esthète, c'est important, il y a un très beau papier, de très beaux caractères, de très belles gravures, une recherche, un travail. Travail qu'on ne le fait plus parce qu'on va trop vite maintenant pour tout. Oui, mais proportionnellement, une œuvre d'art, pratiquement un ouvrage, se vend très peu. Les tirages sont relativement faibles. Ça devrait normalement être très très important. Enfin, vous avez réhabilité une œuvre, vous avez d'une certaine manière réparé une injustice. Je sais, on en a beaucoup parlé, vous avez été astronaute. Vous n'êtes pas cosmonaute parce que vous n'êtes pas encore allé sur une planète. Mais j'imagine qu'un jour, si on vous le proposait vraiment, vous partiriez quand même. Non? Pas à mon âge. Non, je ne pense pas. Votre âge, vous l'acceptez. Vous avez quel âge? 1910, 77, 67 ans. C'est jeune, 67 ans, non? 67 ans. Il paraît que c'est jeune, mais enfin...
je crois que quand même c'est un âge tout de même respectable. Alors respectons-le. Merci Alexandre Ananoff. Je rappelle que vous venez de publier un catalogue raisonné très important, très intéressant, à la Bibliothèque des Arts, avec la collaboration de Daniel Wildenstein. Il faut ajouter de l'Institut, non? Il est de l'Institut. Merci Alexandre Ananoff. Demain, un autre rendez-vous, et j'apprends à l'instant, mais Claude Mazot va sans doute nous en parler. Simon Laurière est mort. Simon Laurière était notre invité il n'y a pas si longtemps. Nous verrons demain ce que nous faisons. Enfin, à demain, bonsoir.